Arnaud Zacharie, tu es secrétaire général du Centre national de coopération au développement. Tu es docteur en sciences politiques et sociales à l'ULB, à l'ULG. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour compléter ton portrait? Ah, c'est déjà bien, non? Moi, ça me semble bien. J'avais pas envie d'oublier quelque chose. Le CNCD, c'est quoi au juste? Ben, c'est la coupole des ONG, et plus largement des organisations, associations non gouvernementales qui sont engagées dans la solidarité internationale en Belgique. Donc, c'était créé en 1966. Ça rassemble plus de 80 organisations membres, mais aussi des milliers, enfin à peu près 10 000 volontaires à travers des dizaines de groupes de volontaires qui quadrillent un peu le territoire belge. Et on y fait quoi au juste? Ben, on y fait plusieurs choses. Donc, d'abord, on organise l'opération 11-11-11. Donc, on collecte auprès des citoyens belges chaque année pendant 11 jours autour du 11 novembre des moyens financiers pour financer des projets. Donc, on finance environ 200 projets par an dans une quarantaine de pays en développement. Mais on mène aussi des campagnes de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale et le plaidoyer politique. On interpelle évidemment les décideurs politiques parce que ça suffit pas malheureusement de financer des projets concrets de développement durable. Il faut aussi des décisions politiques et si possible à l'échelle internationale. Et donc, on s'organise pour avoir d'une part des positions communes au sein de la société civile et les revendiquer en organisant des mobilisations citoyennes pour tenter de créer des rapports de force favorables aux mesures que nous prenons. Alors donc justement, chaque année, vous avez plutôt des grands thèmes, des thématiques sur lesquelles vous portez votre attention. Cette année, c'est sur la justice fiscale. Alors la fiscalité, on ne peut pas dire que ce soit un sujet qui excite tout le monde, enfin, ou plutôt aussi, ça énerve tout le monde. Mais en fait, finalement, la fiscalité, c'est un système qui permet notre mode de vie. Alors la fiscalité, quelle définition claire est-ce qu'on peut en donner? Bah, la fiscalité, c'est simplement le fait pour l'État de solliciter des contributions aux différents agents économiques, à la fois les ménages, mais aussi les sociétés, les entreprises. Donc, bah, jusqu'au début du XXe siècle, la fiscalité, elle était très légère. Elle servait uniquement à financer les fonctions régaliennes de l'État, donc la police, l'armée, la justice. Et puis, après la Première Guerre mondiale, bah, on a commencé à mobiliser davantage de recettes fiscales pour créer cet État social qu'on a appelé l'État-providence, hein, pour garantir les droits sociaux comme la santé, comme l'éducation, comme les retraites, comme les allocations de chômage, par exemple. Mais c'est limité en fait à quelques pays dans le monde, quelques pays développés. Quand on voit les assiettes fiscales dans les pays en développement, elles sont très maigres et ne permettent absolument pas de garantir les services sociaux de base aux populations. Donc, alors que certains dans nos pays riches, hein, se plaignent de rages taxatoires, alors qu'en fait c'est le prix de notre développement, c'est le prix de la civilisation. Dans les pays en développement où la fiscalité est beaucoup moindre, où les recettes fiscales sont beaucoup moins élevées, on se rend compte que aussi le développement humain et le développement durable plus généralement est souvent absent. Donc ceux qui pourfendent la fiscalité pour ce qu'elle est devraient se renseigner sur d'abord l'histoire récente et la fonction que joue la fiscalité dans des sociétés modernes. Donc si je fais un raccourci vraiment rapide, en fait si on veut plus de développement et plus de bien-être en commun et en société, il faudrait plus de fiscalité. Oui, d'ailleurs, il y a souvent des classements mondiaux où on nous montre les pays où la pression fiscale est la plus élevée. Alors on cite toujours les pays scandinaves, la Belgique et la France. C'est précisément les pays dans lesquels les droits sociaux sont les plus développés. Quand on voit à l'autre bout de l'échelle, si on prend par exemple l'Europe, on va se retrouver en Roumanie et en Bulgarie. Donc est-ce qu'on préfère vivre en Scandinavie, en France ou en Belgique, ou est-ce qu'on préfère vivre en Roumanie et en Bulgarie? Poser la question, c'est y répondre. Donc on devrait en fait croiser ces classements avec celui de l'indice de développement humain, par exemple, et on verra que quelque part, on peut dresser une corrélation entre la pression fiscale dans un pays et le niveau élevé de développement humain dans ce pays. C'est quelque chose dans Disobé qu'on observe quasi systématiquement, c'est qu'on se rend compte que il y a un discours, ça semble tout à fait logique et tout à fait rationnel, et pourtant on a une opinion publique qui à côté de ça va se dire non, moi c'est bon, des impôts j'en paye assez, j'en paye tout le temps, j'ouvre mon portefeuille, mais au final comment est-ce qu'on peut à un moment donné croiser les deux types de discours, justement, une opinion publique complètement voilà et justement, en ciblant la question de l'injustice fiscale et à contrario de la justice fiscale, parce que si le citoyen lambda
trouve qu'il paye trop d'impôts, c'est parce qu'en effet, quand on compare ce qu'il lui paye comme impôt par rapport à ses revenus et ce que d'autres plus fortunés payent, il y a une injustice très claire. Donc, on l'a vu, on a organisé un sondage en Belgique où on posait la question sur toute une série de revendications que nous portons en matière de justice fiscale, et donc qui vise à mieux répartir les contributions entre les ménages d'une part, les classes moyennes d'une part, et les plus fortunés d'autre part, et la pollution environnementale, mais aussi, par exemple, la taxation unitaire des firmes transnationales ou une taxe carbone en matière climatique. Sur toutes ces questions, on voit que le Belge, en fait, est favorable, et qu'il soit flamand ou wallon ou bruxellois ne change rien à l'affaire, il pense la même chose. Donc c'est moins en fait une allergie à la fiscalité en tant que telle qu'une réaction à cette injustice fiscale où le citoyen lambda a l'impression qu'il doit assumer une part proportionnellement beaucoup trop élevée par rapport à ses revenus, alors qu'il voit soit des personnes beaucoup plus fortunées, les très hauts revenus, soit des firmes transnationales qui, eux, ont l'avantage de pouvoir faire circuler leur épargne facilement d'un coin à l'autre de la planète et donc peuvent échapper en fait à une part importante de l'impôt, non seulement parce que les gouvernements se disent « Ah ben ce qui est plus mobile est plus compliqué à taxer ». Donc les très hauts revenus, les firmes transnationales, on va réduire les charges fiscales sur ces acteurs-là, mais on va devoir compenser ça en augmentant la pression fiscale sur les classes moyennes, qui représentent en fait le gros du bataillon des contribuables et qui sont beaucoup moins mobiles, donc c'est beaucoup plus simple à taxer. Mais en plus, quand on sait que l'évasion fiscale est en fait le fait essentiellement des grandes firmes transnationales et des très hauts revenus, ça aggrave encore ce sentiment d'injustice fiscale. Donc, ce que demandent les citoyens, c'est pas qu'on réduise uniquement ou qu'on élimine les taxes, c'est qu'il y ait une répartition beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, pour que les épaules qui en ont les moyens assument une part au moins aussi importante, si pas plus importante, que les épaules qui en ont moins les capacités. Alors justement, en 2017, le FMI, le Fonds monétaire international, publie un rapport et ce rapport dénonce le fait que les riches paient de moins en moins d'impôts. Et ça, en fait, ça a une conséquence directe, c'est que ça augmente les inégalités au niveau des populations. Alors ok, mais concrètement, comment est-ce que d'abord c'est arrivé? Et puis d'abord, c'est qui les riches? Et donc, on a instauré au cours du XXe siècle ce qu'on appelle le taux marginal supérieur, donc les revenus les plus élevés, ça dépend évidemment des époques, mais aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on parle des revenus supérieurs à 10 millions de dollars par an. Donc, si vous nous écoutez, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous concerner à première vue. Mais ce qui s'est passé, notamment au cours des années 40 et puis durant les 30 glorieuses, les gouvernements qui se sont rendus compte de ce que les inégalités pouvaient engendrer suite à la première mondialisation de 1870-1914, qui avait débouché non seulement sur 2 guerres mondiales, mais sur le crash de 1929, la Grande Dépression, et surtout la montée du fascisme, du nazisme qui avait balayé complètement les démocraties libérales. Donc on s'est dit, il faut réduire les inégalités parce que c'est un problème social, mais c'est aussi un problème économique et finalement c'est un problème démocratique. Et donc, on a augmenté ce taux marginal supérieur, c'est-à-dire que tout ce qui dépasse un certain niveau de revenu très élevé, eh bien, on va le taxer à un certain niveau. Roosevelt, dans le cadre du New Deal, l'avait augmenté au-delà de 90%. Donc, tout ce qui dépassait un certain... La tranche la plus élevée des revenus était taxée à plus de 90%. C'était le cas aussi au Royaume-Uni. Grosso modo, dans nos pays occidentaux, ce taux a été en moyenne d'environ 70% durant les 30 glorieuses. Et puis, on a eu le tournant néolibéral des années 80, où il était fortement abaissé. Donc Ronald Reagan notamment l'a baissé sous les 30% alors qu'il était encore à environ 70% aux États-Unis en 1980. Margaret Thatcher évidemment l'a réduit de moitié au Royaume-Uni. Tous les pays ont suivi. La France a attendu un peu parce qu'au début des années 80 c'était le gouvernement du président Mitterrand et donc qui a tenté de faire un peu de résistance, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc finalement on a simplement abaissé ces taux qui permettaient de réduire les revenus des ultra-riches, à tel point que Warren Buffett est venu avec sa secrétaire au Congrès des États-Unis il y a quelques années pour dire je trouve scandaleux que ma secrétaire paye proportionnellement plus d'impôts
que moi, alors que ses revenus sont nettement moindres. Warren Buffett, c'est une des 3 plus grandes fortunes aux États-Unis qui a une fortune qui est estimée à près de 80 milliards de dollars. Hein, Et alors, à côté de ça, il y a eu la mondialisation néolibérale qui a aussi favorisé la mobilité des firmes transnationales qui ont créé des filiales et des sous-filiales. Aujourd'hui, on a une centaine de milliers de firmes transnationales dans le monde qui sont reliées à 860 000 filiales et sous-filiales, alors qu'on n'avait que quelques milliers de firmes transnationales dans les années 70. Et donc, ces firmes transnationales ont la capacité de délocaliser, de faire du chantage à l'emploi. Hein, c'est-à-dire qu'elles disent à chaque État, à chaque gouvernement et à chaque aussi délégation syndicale de dans chacun des pays et des entreprises, soit vous acceptez nos conditions, soit on délocalise chez le voisin. Hein, accepter nos conditions, c'est quoi? C'est avoir des charges fiscales moindres et puis on peut ajouter des charges sociales ou environnementales moindres. Hein, ça mène à ce qu'on appelle la course au moins-disant fiscale, mais aussi sociale et environnementale. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une asymétrie. Donc les firmes transnationales ont les capacités de délocaliser, alors que les États et les syndicats sont dans des logiques essentiellement nationales, ou même s'il y a l'Union européenne, il y a la Confédération européenne des syndicats, mais on voit que c'est très difficile d'adopter des régulations à cette échelle-là. Donc ce qui se passe, c'est que le rapport de force est favorable aux firmes transnationales, et le pire dans tout ça, c'est que même si une firme transnationale n'a en vérité pas la volonté de délocaliser, elle peut bluffer. Hein. Elle dit soit vous acceptez mes conditions, soit je délocalise chez le voisin. Et donc les gouvernements, bien souvent en accord avec les syndicats qui sont obligés d'accepter de lâcher du lest dans l'espoir de conserver les emplois qui sont menacés de délocalisation, d'accepter de réduire la charge fiscale. Donc on est à l'échelle mondiale passé de près de 45% de l'impôt sur les bénéfices des sociétés à l'échelle mondiale à moins de 25% aujourd'hui. Donc on a calculé qu'à ce rythme, on aboutit à 0% en 2052. Et encore là, on est très gentil, puisqu'en réalité, on voit que toute une série de firmes transnationales, déjà aujourd'hui, payent 0% sur leurs bénéfices. C'est notamment le cas de la plupart des géants du numérique. Amazon, en 2018, a payé 0% d'impôt aux États-Unis sur ses plus de 11 milliards de dollars de profit. Donc, on a là des firmes qui ont les capacités d'exploiter toutes les niches fiscales, mais aussi d'exploiter la grande faille du système fiscal international qui considère chaque filiale, chaque sous-filiale d'une firme transnationale comme une entité séparée. Donc le système fiscal ne considère pas une firme transnationale comme un tout, hein, comme un groupe multinational. Donc c'est très simple pour une firme transnationale de faire circuler ses profits au sein de ses filiales et de ses sous-filiales pour les faire apparaître artificiellement dans des paradis fiscaux où ces profits ne sont peu, voire pas du tout taxés. Et donc finalement, elles échappent à une part considérable de l'impôt, tout simplement parce qu'elles ont les capacités de déclarer leurs profits dans des endroits où en fait les activités n'ont pas lieu et donc les profits ne sont en réalité pas créés. Mmh. Et donc tu viens d'évoquer justement les sociétés sont taxées sur leurs bénéfices, ça on le sait, et on a vu que ce taux d'imposition, donc tu viens d'en parler, s'allège, dont il est passé de plus ou moins 40-45% pour atteindre plus ou moins les 25% maintenant de moyenne. Mais finalement c'est pas mauvais, quoi. Je veux dire, les entreprises qui font des bénéfices vont disposer de plus de cash, elles peuvent ensuite l'investir pour par exemple embaucher ou pour se développer. Alors pourquoi pas? Oui, bon, ça c'est le mythe. Hein, donc, un chancelier allemand, c'est le théorème de Schmitt dans les années 70. Hein, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les profits ont très fortement augmenté. Hein, ils ont même, à l'échelle mondiale, plus que triplé pour les firmes transnationales depuis les années 80. Par contre, on a vu d'une part que les niveaux de salaire n'ont pas du tout augmenté au même rythme que les gains de productivité, comme c'était le cas durant les 30 Glorieuses, et puis surtout que les investissements ont baissé et baissent de plus en plus. Pourquoi? Parce que les firmes transnationales, qu'est-ce qu'elles font avec leurs profits? Elles vont les utiliser pour racheter leurs propres actions, pour doper la valeur en bourse au profit évidemment des actionnaires et pour attirer les investisseurs. Elles vont verser des dividendes aussi, ce qui est plus classique, mais elles vont aussi racheter des concurrents, ce qu'on appelle les fusions-acquisitions, ce qui va entraîner une concentration du pouvoir, le pouvoir de marché, qui est de plus en plus concentré. Quand on prend chacun des secteurs, on se rend compte que quelques grands
grandes firmes contrôlent en fait chacun des secteurs. C'est ce qu'on appelle un pouvoir oligopolistique qui peut être d'ailleurs monopolistique quand c'est une seule entreprise qui domine le marché. C'est le cas dans toute une série de secteurs, notamment avec les géants du numérique. Et donc, finalement, ce qui augmente, c'est les profits qui ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. On a des profits qui sont utilisés dans des stratégies financières à court terme au détriment des stratégies industrielles à plus long terme. Et donc, on est aujourd'hui dans un paradoxe absolument incroyable et même scandaleux, où on n'a même pas les taux d'intérêt à zéro. On a dans de nombreux pays, notamment les pays européens, on peut aujourd'hui emprunter à 10 ans à taux négatif, c'est-à-dire qu'on vous paye pour emprunter. Or, on n'investit pas. On investit de moins en moins. Si on prend les investissements dans les énergies renouvelables au cours des 10 dernières années, dans l'Union européenne, ils ont été divisés par 2. Donc, c'est une aberration totale. On pourrait sortir de la stagnation séculaire de cette crise économique par le haut, en investissant dans les énergies renouvelables, dans la transition écologique et sociale, etc. Et il y a de nombreuses sources de financement pour le faire, mais ne fût-ce que investir comme on l'a toujours fait, et parfois avec des taux d'intérêt très élevés. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont même négatifs. Or, c'est pas ce à quoi on assiste. On assiste au contraire au réinvestissement de ces profits dans les actions de ses propres actions, dans des fusions-acquisitions qui entraînent toujours plus de concentration, toujours plus de financiarisation, au détriment, malheureusement, non seulement de la majorité des salariés, mais aussi au détriment de l'environnement, puisque cette course à la compétitivité à court terme, elle ne crée pas seulement des paradis fiscaux, elle crée aussi des paradis carbone, c'est-à-dire que des entreprises peuvent délocaliser ou menacer de délocaliser en négociant des normes environnementales moindres que ce qui existe actuellement. On reviendra sur les pistes et sur les moyens de peut-être agir sur cette problématique. Juste, moi, une petite réflexion qui me vient tout de suite, c'est que ça donne un peu le vertige parce qu'on parle de sommes faramineuses. On a l'impression que c'est un peu une espèce de spirale comme ça et que c'est de plus en plus et que on voit pas très bien ce qui pourrait complètement l'empêcher, mais on peut pas s'empêcher aussi de se demander, mais à quoi ça sert, quoi? Ben, ça sert qu'on commence à s'en rendre compte. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est des chiffres qui donnent le tournis, mais bon, on cite les chiffres du FMI, par exemple. Hein. Le FMI estime que rien que l'optimisation fiscale des firmes transnationales, donc le fait d'éviter l'impôt en déclarant des profits dans des paradis fiscaux, ce qui est considéré par beaucoup comme légal. Donc, on ne parle pas là de fraude fiscale. Donc, rien que cette optimisation fiscale, c'est plus de 600 milliards de dollars par an de pertes pour les États, dont plus de 200 milliards pour les pays en développement. Hein, pour nous, les ONG de développement qui travaillons dans l'aide au développement, la totalité de l'aide au développement en 2018, c'était 143 milliards de dollars. Et le FMI nous explique qu'il y a plus de 200 milliards de dollars qui leur échappent par ces stratégies d'optimisation fiscale qui ne représentent qu'une des illustrations de l'évasion fiscale internationale. Donc, on cite là le FMI, on pourrait citer l'OCDE qui, après la crise de 2008, a commencé à s'intéresser à la taxation unitaire des firmes transnationales. Donc, plutôt que de considérer chaque entité, chaque filiale, sous-filiale comme une entité séparée, de dire on va considérer les firmes transnationales comme un tout, comme un groupe multinational, et on va taxer ce groupe multinational de manière unitaire, ce qui empêcherait ces firmes transnationales de pouvoir délocaliser de manière artificielle leurs profits dans des paradis fiscaux. Donc on parle ici, OCDE, FMI, d'organisations internationales qui ont été les fers de lance de la mondialisation néolibérale. Et on peut se permettre aujourd'hui de se baser sur leurs propres études pour pouvoir citer ces chiffres. Et même, on parlera, j'imagine, des solutions, des alternatives. Le FMI converge aujourd'hui avec les ONG qui se retrouvent dans l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. Donc, c'est dire la gravité de la situation. Pour que des institutions telles que le FMI changent complètement de vision, changent complètement d'avis, comme c'est le cas depuis quelques années, ça veut dire quand même que la situation est catastrophique. Et d'ailleurs, tout le monde peut le savoir, puisque grâce au consortium des journalistes sur la finance offshore, on a quasi chaque année un scandale. On est passé des LuxLeaks aux SwissLeaks, Offshore Leaks, etc., Panama Papers. La liste n'est pas exhaustive, malheureusement. Mais c'est vrai que les scandales sont tels, les montants
en jeu sont telles, et dans un contexte quand même d'austérité pour la majorité des pays et pour les classes moyennes, que c'est à se poser des questions sur le peu d'entrain que certains gouvernements mettent pour sortir de cette injustice fiscale qui, comme je le disais, ne crée pas seulement des problèmes économiques et sociaux, ça crée des problèmes démocratiques de plus en plus évidents. On reparlera aussi de cette partie au niveau des inégalités, de ce que ça crée, cette injustice fiscale. Je voulais peut-être juste revenir sur le fait que les multinationales, donc ces grosses sociétés transnationales, ne payent presque plus d'impôts. Déjà, je voudrais demander comment est-ce possible, et peut-être qu'on puisse voir quelques mécanismes justement qui sont utilisés par ces grands groupes. Donc, comment est-ce que c'est possible que ces sociétés ne payent pas d'impôts? Donc, il y a deux phénomènes. Bon, d'abord, la plupart des entreprises payent des impôts. Hein. Le fait est que, comme je l'expliquais, à partir du moment où on a des filiales et des sous-filiales, on peut plus facilement mettre en concurrence les États pour revendiquer une pression fiscale moindre, mais aussi jouer sur ces filiales et sous-filiales pour délocaliser les profits dans les paradis fiscaux. Donc la première chose qui bénéficie, je veux dire, à toutes les entreprises, c'est la course au moins-disant fiscal. À partir du moment où un gouvernement commence à baisser l'impôt sur les sociétés, le pays voisin va être moins compétitif. Donc on se dit, si on veut être aussi compétitif que le voisin, il faut baisser aussi les impôts sur les profits des sociétés. Autrement, elles ne viendront plus chez nous, elles viendront chez le voisin. Et donc, on assiste à cette course au moins-disant fiscal, qui s'accélère même ces dernières années. Hein. Aux États-Unis, l'administration Trump a adopté fin 2017 une réforme fiscale qui fait passer l'impôt des sociétés de 35% à 21%. Le gouvernement belge a adopté un tax shift où on voit la fiscalité sur les entreprises passer de 33,99% à 25%. La France d'Emmanuel Macron a entamé une réforme du même type qui va aussi aboutir à un taux d'impôt des sociétés aux alentours de 25%. Et ainsi de suite. Hein, si on prend la moyenne européenne, on est passé de 35% à 22%, donc c'est quasi la même chose qu'aux États-Unis. Donc, ce qui se passe, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome du Tour de France. Hein, si vous prenez le Tour de France, vous prenez un classement, imaginons que tout le monde se dope, le premier sera toujours premier, le deuxième sera toujours deuxième, le troisième sera toujours troisième. Ce qui va changer, c'est que tout le monde est dopé, tout le monde prend de l'EPO, donc la santé du peloton se porte mal. Imaginons que le troisième décide d'arrêter l'EPO, il y a de fortes chances de se retrouver dernier. Donc, c'est un incitant à ce qu'il continue à se doper. Pour moi, le dumping fiscal est à l'économie mondiale ce que l'EPO est à la course cycliste, c'est-à-dire que chaque État se dit si je veux être aussi compétitif que le voisin, il faut que je baisse ma fiscalité. Le problème, c'est qu'il n'y a en fait aucun gain de compétitivité relatif. Hein, si l'Union européenne passe de 35 à 22 et que les États-Unis passent de 35 à 21, l'Union européenne ne va pas être plus compétitive que les États-Unis et inversement. Tout ce qui va se passer, c'est que les recettes fiscales, aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne, vont baisser. Aujourd'hui, les profits des firmes transnationales ne représentent moins de 10% des recettes fiscales des États en moyenne. En Belgique, c'est 8,5% actuellement et avant la réforme fiscale du fameux tax shift. Donc, on se rend compte que les recettes fiscales baissent, mais on n'est pas plus compétitif que le voisin. Donc, il faut absolument une coopération fiscale internationale. Autrement, comme je le disais, en 2052, on va être à zéro et on a déjà certains cas où des entreprises peuvent échapper à la quasi-totalité, voire à la totalité de l'impôt sur leurs profits. Parce que ça, c'est quand même... Alors, quand on entend ça, on peut se poser la question, comment ça se fait et quel est l'intérêt des gouvernements de mettre en place ces politiques de diminution des recettes fiscales? Parce que finalement, c'est ce qui arrive. Eux, Tout simplement parce que les États-nations sont mis en concurrence par des firmes transnationales. Il y a une asymétrie entre les capacités, les stratégies globales, mondiales de localisation des firmes et les capacités essentiellement nationales de régulation des États. Donc la seule solution, c'est de au moins coopérer à l'échelle européenne, par exemple, et de dire, dans l'Union européenne, on va mettre un impôt minimum sur les sociétés. On en discute aujourd'hui au sein de l'OCDE. Et sur base d'une mesure qui était adoptée par l'administration Trump dans le cadre de sa fameuse réforme, parce que notamment sur les géants du numérique comme Apple, etc., qui délocalisent leurs profits en Irlande, donc ça pose problème aux autres États membres de l'Union européenne, mais ça pose problème aussi aux recettes fiscales des États-Unis. Ils ont imposé une taxe qu'ils appellent GILTI, donc une espèce de taxe minimum de 13%. Donc si par exemple Apple n'a payé que 1% en Irlande sur
sur ses profits de droits de propriété intellectuelle, eh bien, il va devoir payer la différence, c'est-à-dire 13 moins 1 égale 12%. Et c'est de cela dont on est en train de discuter au niveau de l'OCDE. Donc, l'idée d'un impôt minimum commence à faire son chemin, même si nous, au niveau des ONG présentes dans l'Alliance mondiale pour la justice fiscale, on demande que l'impôt minimum soit à hauteur de 25%, c'est-à-dire la moyenne mondiale actuelle. Là, on parle de 13% pour une partie des firmes, pour une partie des profits. Donc, on voit que la mesure qui est sur la table de l'OCDE est beaucoup plus modeste, évidemment, et permettra des échappatoires. Mais le point positif, c'est que le débat est sur la table. Donc, c'est la preuve, en tout cas, que le problème est non seulement réel, mais très grave. Mmh. Mais alors, si on prend le cas de Apple ou de Google, justement, qui, effectivement, reversent massivement leurs bénéfices via l'Irlande, à partir du moment où ça va être adopté, cette mesure, ils reverseront simplement dans les îles Vierges, par exemple. Donc, il faut évidemment des mesures à l'échelle mondiale. Dès qu'on laisse des trous dans la raquette, fatalement, on crée des échappatoires. Maintenant, il y a des mesures simples pour éviter aussi ces échappatoires. À partir du moment où des pays aussi puissants que ceux de l'Union européenne ou que les États-Unis décident de s'entendre, ils ont des capacités, évidemment, d'empêcher, de faire pression sur ces paradis fiscaux. Parce que on présente souvent les paradis fiscaux comme des îles exotiques qui n'appartiennent à personne et sur lesquelles on n'aurait aucune influence. C'est totalement faux. Ces îles exotiques, elles sont reliées à des États et souvent les principaux États du G20, que ce soit les îles Vierges britanniques par rapport au Royaume-Uni, que ce soit le Delaware aux États-Unis, que ce soit Macao en Chine, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et on citait l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg sont des États membres de l'Union européenne. Donc voilà, il ne faut pas croire qu'on n'a pas la marge d'action pour pouvoir régler le problème. Par contre, on n'a pas la marge d'action dans un seul État. Donc, il faut coopérer. On a libéré des forces à l'échelle internationale. C'est la mondialisation néolibérale. Donc, si on veut réguler cette mondialisation, il va falloir s'accorder pour prendre des mesures à l'échelle internationale. Bon, l'échelle mondiale, c'est l'idéal, évidemment, mais si on attend des mesures à l'échelle mondiale, on risque d'attendre longtemps et c'est sans doute ce que les firmes transnationales, les lobbies industriels attendent, qu'on se dise, tant qu'il n'y a pas d'accord à l'échelle mondiale, on ne peut rien faire. La réalité est différente, on peut déjà avancer. D'ailleurs, si l'ensemble des États membres de l'Union européenne ne sont pas d'accord, ce qui est le cas actuellement, il y a aussi la possibilité, une étape intermédiaire, la coopération renforcée. Donc, le traité européen permet à 9 États membres d'avancer sans l'accord des autres. Donc voilà, on sait bien que rien que Allemagne, France, Italie, Espagne, c'est les 3/4 du PIB européen, donc on est le premier marché de consommation au monde. Donc, montrons un peu les dents et surtout, le piège dans lequel tombent les gouvernements, selon moi, c'est de continuer à penser que tout cela est en fait une compétition entre États. Donc, on va essayer de cibler tel ou tel État, alors qu'en réalité, c'est un mécanisme mondial qui est instauré par les firmes transnationales. Donc, il faut en fait instaurer les mêmes règles pour toutes les firmes transnationales à l'échelle mondiale sans discrimination. On continuera à avoir une concurrence saine. Si je reprends ma parabole du Tour de France, si tout le monde arrête de prendre de l'EPO, le premier sera sans doute toujours premier, le deuxième sera sans doute toujours deuxième. Donc, il y aura toujours cette course, cette compétition, mais qui sera saine et le peloton sera en bonne santé. Donc, voilà, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir cette transparence fiscale parce qu'en plus, la solution, elle est simple. Il suffit, c'est le test de Dracula. Dès que vous mettez en lumière, il n'y a plus moyen de tricher, il n'y a plus moyen d'éviter l'impôt par toutes ces stratégies. On aurait une économie beaucoup plus saine qui aurait en plus des recettes fiscales, non seulement pour réduire les inégalités sociales, mais aussi pour investir dans l'indispensable transition écologique et sociale. Mmh. Dans son livre No Logo, Naomi Klein justement avait mis ça en avant, le phénomène des sweatshops, donc Nike qui mettait cette pression sur les États en Asie essentiellement, et en disant voilà, si vous n'êtes pas d'accord, on va aller à côté et donnez-nous. Bon, on se rend compte aussi que le mode de fonctionnement des multinationales a quand même changé. Elle l'évoque aussi en disant à un moment donné, Nike n'est plus un fabricant de godasses, mais c'est un pourvoyeur de services pour nous aider à être mieux. Et donc, est-ce que ce ne serait pas aussi une piste? Ce serait finalement cette taxation des brevets, cette taxation des idées, cette taxation des concepts? Oui, mais là, c'est un énorme sujet, les droits de propriété intellectuelle. Justement, quelques grandes firmes du secteur pharmaceutique notamment, mais aussi du secteur informatique comme Microsoft,
ils ont fait un tel lobbying, d'abord au niveau de l'OMC, qui a garanti des brevets pour 20 ans minimum, et puis après, avec les centaines d'accords de commerce et d'investissement qui sont négociés, on négocie ce qu'on appelle des accords OMC+, c'est-à-dire qu'on va avoir des durées de brevets encore plus longues et sur une gamme de produits encore beaucoup plus large. Et donc finalement, on dit qu'on négocie des accords de libre-échange, alors que les brevets, ça garantit un monopole à l'entreprise qui a le brevet, et ça peut entraîner de gros problèmes d'accès aux médicaments, par exemple, où on voit des médicaments qui sont à des prix prohibitifs, notamment les antirétroviraux sur le sida. Ça avait fait un scandale parce que les 9 personnes sur 10 qui souffrent de cette pandémie sont des citoyens africains qui n'ont absolument pas les moyens de se payer des médicaments qui coûtent excessivement cher du fait de ces brevets excessivement longs. Donc, en effet, c'est un gros sujet, surtout que l'argument des firmes transnationales, c'est de dire les brevets, c'est nécessaire parce que ça nous permet de financer l'innovation. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre la durée des brevets, le renforcement des droits de propriété intellectuelle et l'innovation. Au contraire, on voit plutôt qu'il y a un appauvrissement de cette innovation. Pourquoi? Parce que les grands groupes achètent les concurrents innovants pour s'accaparer aussi ces innovations. Ils brevettent ces innovations et finalement, les connaissances qui sont liées à ces innovations restent la propriété privée d'un grand groupe multinational. Et donc, la circulation de l'information est empêchée, alors que c'est évidemment la condition sine qua non pour qu'il y ait des innovations encore plus importantes. Donc, il faut remettre à plat, en effet, ces droits de propriété intellectuelle pour promouvoir l'innovation et pour promouvoir aussi la biodiversité en matière économique. On en parle beaucoup à juste titre en matière environnementale, mais tout économiste devrait s'inquiéter de la concentration de pouvoir de marché parce que c'est néfaste pour l'économie et donc c'est néfaste aussi pour le social, quoi. On le sait depuis des siècles. Déjà, Adam Smith le disait, donc les économistes libéraux devraient se rendre compte que c'est un réel problème et que la transition numérique, pour l'instant, aggrave le phénomène et de manière très claire. Donc là, on a évoqué quelques techniques de ces multinationales pour justement éluder l'impôt, pour optimiser en tout cas leurs recettes fiscales. Bon, visiblement, enfin en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils utilisent en règle générale des méthodes légales. Et c'est justement ce qui pose un problème, parce que ces méthodes légales, en fait, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des conséquences directes dans la vie des gens. C'est au niveau des personnes les plus fragiles, les plus pauvres, mais aussi surtout des populations. Alors, les conséquences directes de ces optimisations fiscales, au niveau mondial, ça on a plus ou moins évoqué quand même par rapport aux pays en développement, mais au niveau belge? Le problème, c'est évidemment l'érosion des bases fiscales des États, mais il faut faire attention de ne pas répéter uniquement le discours des firmes transnationales en disant que c'est légal. Oui, l'optimisation fiscale, la stratégie de base, c'est de jouer sur les failles, sur les asymétries entre les systèmes fiscaux des différents États, d'exploiter à fond les niches fiscales. Donc ça, c'est légal. Mais on voit bien, par exemple, qu'Apple s'est fait inculper par la Commission européenne pour concurrence déloyale, en déclarant tous ses profits européens en Irlande et en ne payant que 0,005%, donc quasi zéro, sur ses profits. La Commission européenne, elle demande à Apple de payer une amende de 13 milliards pour réparation, pour concurrence déloyale. Donc, on voit que c'est pas obligatoirement si légal que ça, et surtout comme il n'y a aucune transparence sur ces opérations, donc c'est très difficile de dire qu'elles sont toutes légales. En fait, il faudrait analyser ça au cas par cas, et on se rendrait certainement compte que tout n'est pas aussi légal qu'on veut bien le dire. Mais la conséquence de ça, c'est évidemment l'érosion des bases fiscales des États, à une époque où on nous dit qu'on n'arrive plus à financer la protection sociale, et notamment les retraites à cause du vieillissement de la population. Donc la solution qu'on trouve, c'est de réduire les droits à la retraite dans tous les pays, ce qui est évidemment une réduction des droits sociaux et de la prospérité dans des sociétés vieillissantes dont la majorité de la population vont se retrouver à la retraite. Donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est les investissements dans l'avenir. Comme je le disais, quand on sait que les investissements dans les énergies renouvelables ont été réduits de moitié en Europe depuis 10 ans,
ans, alors qu'on nous explique qu'il faut arriver à la neutralité carbone en 2050, que ça veut dire que d'ici 2030, donc dans 10 ans, il faut qu'on ait pris des tournants décisifs. Et qu'on voit les gouvernements attentistes qui disent on n'a pas les moyens de s'occuper à court terme de l'environnement et du climat, donc on va d'abord couper dans les dépenses et donc aggraver la situation non seulement sociale mais aussi environnementale. Là, on se dit que soit on n'a pas compris quelque chose, soit nos gouvernements ne l'ont pas compris. Donc voilà, la justice fiscale, c'est une question de lutte contre les inégalités sociales et donc de démocratie, mais c'est aussi une manière de mobiliser des ressources pour pouvoir faire face, je veux dire, aux défis communs et dans l'intérêt général. Là, si on continue dans cette course au moins 10 ans fiscale, si on continue à dire les questions de la transition écologique et sociale, on verra ça quand on aura les moyens, et qu'on continue à réduire les dépenses dont devraient bénéficier les classes moyennes, enfin la crise économique, environnementale et démocratique va s'aggraver fatalement. Donc, le point positif, c'est que les solutions, elles sont connues. Les solutions, elles sont non seulement connues, mais elles sont même discutées dans des instances comme le FMI, l'OCDE. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui bloquent aujourd'hui, ce sont les États membres, parce que chacun a peur d'y perdre par rapport à son voisin. Tout le monde est pris dans cette compétition de tous contre tous. De nouveau, la parabole du Tour de France avec le PO, on n'ose pas arrêter le PO parce qu'on se dit, mais est-ce que tout le monde va bien l'arrêter, et que je ne serais pas le dindon de la farce, quoi. Voilà, si je suis 3e ou 4e et que je suis tout seul à arrêter le PO, je vais me retrouver bon dernier de la course cycliste. Donc, chaque gouvernement est dans cet état d'esprit-là, ou en tout cas la plupart. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On va à chaque fois, dans chaque réforme, ajouter, c'est parfois quelques mots entre parenthèses ou entre virgules que la personne qui connaît pas bien le sujet va se dire c'est insignifiant, mais c'est un petit bout de phrase qui va permettre des échappatoires qui finalement va pérenniser cette course au moins 10 ans fiscale, cette course à la compétitivité sans limite, qui risque de nous mener tout simplement à des taxations zéro et donc à l'incapacité pour les États de continuer à garantir les services sociaux de base et les infrastructures nécessaires à la transition écologique. Avant de revenir, de poser un peu justement les pistes et les solutions possibles par rapport à cette problématique, il y a un point qui a été soulevé dans le dossier de campagne, qui est disponible sur le site du CNCD, qui est vraiment très bien fait d'ailleurs, c'est là-dedans que j'ai trouvé la plupart des informations. J'y avais jamais pensé, mais en fait, il y a une pression fiscale sur les plus pauvres, c'est la TVA. En fait, en quoi cet impôt finalement, cet impôt direct qui est la TVA, est-il injuste pour les personnes aux revenus les plus faibles ? L'injustice de la TVA, c'est le fait que elle touche de manière uniforme tous les consommateurs. Donc c'est clair, quand on a un pouvoir d'achat moindre, on va consommer moins, ou en tout cas proportionnellement. Bon, si je prends par exemple les pays de l'OCDE, le coût de l'alimentation. Si vous êtes aisé, voire très riche, la part du budget que vous allez dépenser pour votre alimentation, ça va être quelques pourcents. Donc si vous avez une TVA de 21% sur ces produits alimentaires, vous allez payer 21%, mais ça ne va pas vous grever votre budget, ça ne va pas vous empêcher de boucler votre fin de mois. Par contre, si vous êtes un faible revenu, que vous devez payer 21% sur ces produits alimentaires qui représentent la moitié de votre budget chaque mois, proportionnellement, l'impact va être beaucoup plus élevé. Maintenant, il y a aussi un lien entre le pouvoir d'achat et le niveau de consommation. Donc, il faut ajouter quand même que ce sont les plus riches qui payent la majorité des recettes de TVA parce qu'évidemment, ils consomment plus que les plus faibles revenus qui, eux, doivent s'arracher les cheveux pour voir ce qu'ils peuvent consommer ou pas pour pouvoir boucler leur fin de mois. Donc, voilà, il y a une injustice du fait de la proportionnalité d'un impôt uniforme sur des niveaux de revenus différents, mais qui est en partie, en tout cas, corrigé par le fait que les plus riches consomment davantage, donc assument une part plus importante de la TVA. Mais la difficulté, c'est que la hausse de la TVA s'est ajoutée à l'augmentation de la pression fiscale sur les classes moyennes pour compenser la baisse de la fiscalité sur les très hauts revenus et sur les firmes transnationales qui sont mobiles. Donc là, on a eu un transfert de la pression fiscale des acteurs
peu mobiles, les classes moyennes, via l'impôt sur les personnes physiques, mais aussi via la TVA qui a été augmentée en moyenne mondiale, pour compenser les baisses des recettes fiscales dues à la course au moins-disant fiscal sur les profits des sociétés et sur la baisse de la pression fiscale sur le pourcent le plus riche, sur les ultra-riches, avec la baisse du taux marginal supérieur de l'impôt sur les personnes physiques que j'évoquais tout à l'heure. Justement, cette justice fiscale, cette injustice fiscale finalement, comment est-ce qu'elle a créé et comment est-ce qu'elle continue à créer des inégalités et comment est-ce qu'en fait elle a un impact direct sur l'extrême pauvreté? Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que quand on fait le bilan de la mondialisation néolibérale, disons si on prend les 40 dernières années, qu'on regarde comment les revenus ont évolué, on voit qu'il y a deux grands gagnants, deux grands perdants. Les deux grands gagnants, c'est le pourcent le plus riche de la planète, qui a vu ses très hauts revenus augmenter très fortement. Et puis les classes moyennes naissantes en Chine, dans les pays émergents, c'est-à-dire ces pays qui ont vu les usines qui délocalisaient. Donc on avait des Chinois ou des Indiens qui étaient dans l'extrême pauvreté avec moins d'$1 par jour, qui ont vu des emplois industriels arriver, qui ont commencé à travailler dans ces usines et qui ont aujourd'hui des revenus qui oscillent entre 3 et 15 euros par jour. Donc on a environ maximum 500 euros par mois. Donc c'est pas des riches, surtout par rapport à nos niveaux de revenus, mais c'est quand même des gens qui sont sortis de l'extrême pauvreté, qui ont vu leur revenu augmenter par 3, 4, 5, 6, parfois 7 fois. Mais qui restent à peu près, si on prend la population active mondiale, ce sont des gens qui sont à peu près à la moitié, donc qui sont dans le décile médian, mais qui ont vu leur revenu augmenter en pourcent autant que le pourcent le plus riche. Et puis les deux grands perdants, c'est les extrêmement pauvres qui étaient très pauvres avant la mondialisation et qui sont toujours très pauvres aujourd'hui. Leurs très faibles revenus ont stagné, grosso modo. Et puis les classes moyennes des pays industrialisés, évidemment en Russie notamment, ou au Japon, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Alors on pourrait se dire, puisque cette mondialisation néolibérale a créé des gagnants et des perdants, on pourrait se dire que la fiscalité va corriger cela, et donc dans nos pays riches, essayer de taxer davantage ce pourcent le plus riche qui est le grand gagnant de la mondialisation, mais de réduire la pression fiscale sur les classes moyennes qui, eux, sont les perdants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été victimes de ce chantage à l'emploi. On a toujours les firmes transnationales disant « je délocalise chez le voisin si vous n'acceptez pas mes conditions ». Tous les gouvernements ont baissé les charges salariales, sociales, fiscales, environnementales. Le vocabulaire est important, on parle de charges. Alors que durant les 30 Glorieuses, on n'aurait jamais utilisé ce terme-là parce qu'on savait que les recettes fiscales ou que les salaires étaient en fait des facteurs puissants de développement économique et social. Et donc finalement, comme on a transféré la pression fiscale des ultra-riches vers les classes moyennes, on a en fait aggravé les inégalités entre ces ultra-riches et ces classes moyennes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tenté d'alléger aussi la fiscalité sur les très faibles revenus. Dans toute une série de pays, les plus faibles revenus ne payent pas d'impôts, même si dans certains pays comme en Belgique, on paye très rapidement beaucoup d'impôts. Donc, à partir de 7 000 €. Voilà, donc c'est quand même, si on regarde en France par exemple, là il y a une exemption fiscale sur les niveaux de revenus les plus faibles, sur une tranche beaucoup plus large. Mais donc voilà, finalement la fiscalité n'a pas corrigé les inégalités qui sont créées par les forces de la mondialisation néolibérale, d'où l'injustice fiscale qui exacerbe l'injustice sociale en quelque sorte, et d'où les perdants de la mondialisation qui sont en colère et qui se révoltent dans les urnes et qui votent de plus en plus pour le national-populisme, qui sont soit des partis d'extrême droite, soit des partis qui ne sont pas d'extrême droite, mais qui ont des discours qui sont des discours identitaires,
pour masquer, en fait, ce sont des partis qui sont à la fois identitaires et néolibéraux. Donc, pour mieux préserver l'agenda néolibéral de la financiarisation et de la justice fiscale, ben, on va retraduire ces enjeux économiques et sociaux en enjeux culturels, en désignant des boucs émissaires, les étrangers, les immigrés, mais plus largement les femmes ou les homosexuels, les assistés, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire ceux qui bénéficient des allocations sociales. Et donc, finalement, ben, c'est un écran de fumée pour éviter de parler de ce dont on parle, c'est-à-dire les véritables causes du problème de nos sociétés modernes, c'est-à-dire les inégalités sociales, la répartition inégale des richesses et l'injustice fiscale. On a l'impression finalement que, et de manière de plus en plus rapide, par boucle comme ça temporelle, l'histoire se répète quand même toujours et de manière un peu plus fortement, j'ai l'impression. Jusqu'à se demander à un moment donné, la prochaine crise, qu'est-ce que ça va nous amener, quoi. Et oui, donc ça fonctionne par cycle, en effet. Et c'est vrai que depuis, si on prend les 2 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, c'est d'ailleurs un ouvrage qui a été publié il y a quelques années par Paul De Graux, un économiste flamand qui enseigne à London School of Economics. Donc, des cycles où on se rend compte qu'on a besoin de réguler l'économie, et puis on finit par oublier que si il y a un développement stable, c'est parce qu'on a régulé l'économie. Donc les lobbies font en sorte que les États relâchent la bride, et puis on se retrouve dans l'autorégulation du marché. L'autorégulation du marché entraîne la marchandisation non seulement des humains, mais aussi de la nature, et donc ça entraîne un contre-mouvement d'autoprotection, hein, selon la thèse de Karl Polanyi, qui avait écrit La Grande Transformation en 1944 pour expliquer ce qui avait entraîné l'effondrement de la civilisation libérale du 19e siècle. Donc on a de nouveau régulé le marché après la Deuxième Guerre mondiale, et on a connu les 30 Glorieuses, une période de prospérité exceptionnelle dans nos pays industrialisés. Et puis, il y a eu le tournant néolibéral des années 80. On a reprôné l'autorégulation des marchés. On a donné de plus en plus de liberté aux firmes transnationales et aux marchés financiers. Ça s'est accéléré après la chute du mur de Berlin. Et maintenant, voilà, on se retrouve de nouveau dans une situation... Bon, la crise de 2008 a été terrible. Malheureusement, la réponse à cette crise était encore plus terrible, en quelque sorte, avec des politiques d'austérité aveugles généralisées, sans réguler de manière sérieuse le système financier international, certes en dénonçant la justice fiscale, mais on n'a pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre fin à cette injustice fiscale, en continuant à négocier des accords de libre-échange, même si dans ces accords de libre-échange, on se rend compte qu'il y a notamment des droits de propriété intellectuelle qui sont négociés pour renforcer le pouvoir des firmes transnationales. Et donc, voilà, on a fini par avoir cette colère des perdants de la mondialisation qui entraîne une fatigue démocratique, une récession démocratique, un repli national populiste. Donc il y a intérêt en tout cas à retrouver la voie pour une régulation démocratique du marché, avoir une répartition équitable des richesses, mais en prenant en compte évidemment l'urgence climatique et plus largement l'urgence écologique, puisque la question de la biodiversité est également très préoccupante, hein. On est quand même à la veille de la 6e extinction de masse de l'histoire. Justement, c'est la suite de ma question. En quoi sont connectés justement les deux combats, cette injustice fiscale, la détresse finalement des États par rapport à ces recettes qui diminuent, enfin des États et des populations surtout, c'est ça que je voulais dire, et la crise climatique, le combat écologique. Donc c'est vraiment intimement lié, et donc moi je m'étonne souvent du fait qu'on oppose les deux. On n'a pas le temps de s'occuper de la justice climatique et environnementale parce qu'il y a d'abord les problèmes économiques et sociaux. Et même quand on parle de la fatigue démocratique, la question climatique et environnementale est tout à fait centrale. Bon, quand on voit par exemple les gilets jaunes en France, ils ont démarré parce qu'il y avait une augmentation du prix du carburant à cause de la fiscalité environnementale, alors qu'on supprimait l'impôt sur les fortunes, l'ISF. Hein, il faut quand même ajouter ça dans l'équation. Bon, les liens, alors il y en a plusieurs. D'abord, quand on parle des inégalités mondiales, elles se révèlent non seulement quand on prend des lunettes économiques et sociales, mais aussi quand on prend les lunettes climatiques et environnementales. Il faut savoir que les 10% les plus riches du monde sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, tandis que la moitié la plus pauvre n'est responsable que de 10% des émissions de CO2. Donc, on parle souvent du problème de la démographie. Donc, la
question démographique, il faut l'aborder, mais c'est tout à fait faux de dire que c'est la démographie la cause de la crise environnementale. Hein, la crise environnementale, c'est le fait d'une petite minorité qui est privilégiée et qui surexploite les ressources naturelles. On peut faire la même chose si on prend les firmes transnationales. Hein, j'ai dit qu'il y avait 100 000 firmes transnationales dans le monde aujourd'hui. Si on prend 100 firmes transnationales, qui sont les grands groupes pétroliers d'énergie fossile, ils sont responsables de près des 3/4 des émissions de CO2 depuis les années 80. Donc de nouveau, on peut cibler toutes les entreprises, mais en réalité, les 3/4 du problème, c'est 100 entreprises parmi les 100 000 qui existent. Hein, donc il faut savoir dire que la crise écologique, c'est le reflet des inégalités mondiales, c'est le reflet du pouvoir de marché aux mains d'une minorité de firmes transnationales. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, qui sont les victimes du changement climatique et de la crise environnementale? Ce sont les plus pauvres. Évidemment, dans les pays pauvres, hein, des études existent sur l'impact des catastrophes dites naturelles. Il y a 12 fois plus de victimes dans les pays pauvres que dans les pays riches. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivent dans des habitats de fortune, donc s'il y a une catastrophe environnementale, leur habitat est complètement balayé, tandis que les personnes plus fortunées qui ont des bâtis en dur, eux, peuvent s'adapter à ce changement climatique. Mais c'est le cas aussi dans nos pays riches. Hein. On voit rappelez-vous de l'ouragan Katrina aux États-Unis, c'était les plus pauvres, les Afro-Américains, les Latinos qui étaient les victimes dans les inondations. Les autres avaient les capacités de s'en sortir sans trop de mal. Hein. Donc, premier élément, ce sont les plus riches qui sont responsables de la majorité de la pollution dans le monde, mais ce sont les plus pauvres qui sont les principales victimes. Et donc, ça ajoute à l'injustice sociale et à l'injustice fiscale, l'injustice environnementale, surtout que les classes moyennes et populaires ont peur de devoir payer un coût proportionnellement démesuré pour financer la transition écologique. Hein, on se dit, ou taxe carbone, mais qui va payer la taxe carbone? Est-ce que c'est pas nous, les classes moyennes, les plus pauvres, qui sommes déjà victimes de la majorité de la pression fiscale, qui allons devoir encore payer davantage, alors qu'en fait, ce sont les plus riches qui sont les responsables de la majorité de cette pollution. Donc, il y a un lien tout à fait clair, et même direct. Et puis, il faut ajouter à ça, si on veut répondre à la crise écologique, il faut des moyens. Il y a plusieurs sources de financement, mais une des sources de financement, c'est tout simplement des investissements publics. Et pour des investissements publics, il faut des recettes fiscales. Et que donc, si on a non seulement une justice fiscale, mais une lutte contre l'évasion fiscale qui s'élève... Bon, il y a une étude du Parlement européen il y a quelques mois, donc qui estime que la totalité des pertes pour les recettes fiscales des États européens par an s'élève à plus de 800 milliards d'euros. Hein, ce qui est nécessaire, selon l'étude qui fait référence sur comment arriver à la neutralité carbone à l'échelle mondiale en 2050, c'est environ 600 milliards de dollars d'investissement par an à l'échelle mondiale. Et on nous explique que l'évasion fiscale, rien qu'en Europe, nous coûte 800 milliards d'euros par an. Donc voilà, c'est pas compliqué de comprendre que les moyens, ils sont là. Et c'est pas augmenter la pression fiscale dont on parle ici. Hein, lutter contre l'évasion fiscale, c'est simplement faire en sorte que les ménages et les entreprises payent le taux d'impôt officiellement dû dans chacun des pays, plutôt que d'utiliser des stratagèmes pour éviter de payer l'impôt dans ces pays et de déclarer leurs profits ou leur épargne dans des paradis fiscaux pour éviter de payer une bonne partie de cet impôt. Et justement, quand on entend ça, on se dit, effectivement, alors là, c'est un peu con, quoi. C'est facile d'agir. Et quels sont les moyens là, qu'on peut mettre en place? Comment est-ce que, à partir de maintenant, comment est-ce qu'on peut conscientiser les gens? Et surtout, quelles sont les solutions qu'on peut apporter tout de suite pour agir concrètement? Donc, il y a deux types de solutions. Les solutions pour régler le problème de l'évasion fiscale des ménages et deuxièmement, les solutions pour régler le problème de l'évasion fiscale des firmes transnationales. Premièrement, l'évasion fiscale des ménages. Donc, on estime que l'évasion fiscale du pourcent le plus riche du monde nous coûte, en recettes fiscales perdues pour les États, 200 milliards de dollars par an. Là, il y a deux choses à faire pour régler ce problème. Une qui est déjà en train d'être mise en œuvre par l'OCDE, c'est le système multilatéral d'échange automatique d'informations fiscales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, contribuable belge, je veux ouvrir un compte au Luxembourg, automatiquement, le fisc belge va être informé du fait que
Arnaud Zachary, citoyen belge, vient d'ouvrir un compte en banque au Luxembourg, et donc je devrais payer ce que je dois payer, puisqu'il y aura transparence totale. Ça, c'est un système qui est en train d'être mis en place actuellement par l'OCDE. C'est la principale réponse à la crise de 2008, en quelque sorte, ou en tout cas le principal sujet sur lequel les gouvernements ont su se mettre d'accord. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Ça existe quasiment plus, les ultra-riches qui vont placer leur argent dans un paradis fiscal en leur nom. Hein. Ils masquent leur identité derrière des sociétés écrans, des trusts, des fondations, etc. Et donc, le complément au système d'échange automatique d'informations fiscales, c'est d'avoir un registre public où tous les bénéficiaires de toutes les sociétés, donc les sociétés écrans y compris, sont connus de manière transparente. Là aussi, on a avancé uniquement, malheureusement, au niveau européen, où on a adopté, il y a peu, une mesure décidant d'établir un registre public des bénéficiaires des sociétés en Europe. Donc, il faudrait mondialiser en quelque sorte cette solution. Donc, on voit que sur l'évasion fiscale des particuliers, on a avancé considérablement et même pas mal en Europe. Par contre, sur la question des firmes transnationales, c'est beaucoup moins rapide, et tout particulièrement en Europe d'ailleurs. Donc la solution là, c'est de nouveau la transparence. Puisque les firmes transnationales utilisent leurs filiales et leurs sous-filiales pour y localiser de manière artificielle leurs profits dans des paradis fiscaux, ce qu'il faut, c'est imposer à toute firme la publication chaque année d'un rapport qui va détailler, pays par pays, où elles ont leurs activités, avec quel chiffre d'affaires, avec quel nombre d'employés, etc. Donc, les informations sur, en fait, les activités d'un groupe multinational, pays par pays. Grâce à cette transparence, les États vont pouvoir appliquer cette fameuse taxation unitaire des firmes transnationales. Donc, plutôt que de considérer chaque filiale sous-filiale comme une entité séparée du groupe multinational, on prend l'ensemble de la firme transnationale, Apple, Google, tout ce que vous voulez, et on va imposer de manière unitaire ce groupe multinational en répartissant la fiscalité dans les différents pays en fonction de où les activités ont effectivement eu lieu et donc où les profits ont effectivement été créés. Donc de nouveau, il suffit de la transparence et les firmes transnationales peuvent tout à fait investir via des filiales et des sous-filiales, mais le groupe multinational est considéré comme un tout et donc on va le taxer de manière unitaire et là où les activités ont réellement eu lieu. Et donc, on va voir alors les recettes fiscales et surtout les profits déclarés dans les paradis fiscaux qui vont diminuer très fortement et les profits déclarés dans les économies normales, je vais dire, augmenter d'autant. Là, il y a une proposition de l'OCDE qui est sur la table, mais qui est malheureusement trop faible. Enfin, le point positif, c'est que la taxation unitaire est prise en compte dans la proposition de l'OCDE, ce qui est en quelque sorte révolutionnaire. Donc, il faut savoir que ça fait 15 ans que les ONG ont proposé cette alternative, aux alentours de 2005, dans le cadre de Tax Justice Network à l'époque. 15 ans plus tard, c'est sur la table de l'OCDE, donc pour un sujet global, mondial, aussi complexe. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours des petits malins qui mettent des échappatoires. Donc, dans la proposition de l'OCDE, l'idée n'est de taxer de manière unitaire les multinationales, mais pas sur la totalité de leurs profits, mais simplement ce qu'ils appellent les profits résiduels. Donc finalement, ce n'est qu'une part des profits qui va faire office de taxation unitaire, plutôt que l'ensemble des profits de l'ensemble des firmes transnationales. Et dans les informations qui sont demandées, on ne va pas demander le nombre d'employés par pays. Et là, c'est évidemment un coût qui est porté par les pays riches aux pays pauvres. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que la fabrication de nos produits, elle se fait dans les pays en développement, dans les pays émergents de plus en plus. Donc, les pays de production, là où il y a le plus d'employés, c'est les pays en développement, tandis que les pays de consommation, c'est nos pays riches. Donc, si vous basez la clé de répartition sur la consommation plutôt que sur la production, vous entraînez un transfert de richesse des pays pauvres vers les pays riches, des pays en développement vers les pays développés. Donc ça, c'est la proposition qui est sur la table. Comme vous le voyez, elle est insuffisante parce qu'elle permet des échappatoires et parce qu'elle est défavorable aux pays en développement. Mais le point positif, c'est que l'idée de la taxation unitaire est maintenant sur la table. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau européen, il n'y a pas moyen de mettre d'accord les États membres sur cette idée.
il y a eu une proposition durant la législature précédente qui n'a jamais été adoptée parce qu'un nombre trop important d'États membres continue de refuser d'avancer sur cette idée de transparence, donc publication pays par pays des activités des firmes transnationales pour pouvoir les taxer de manière unitaire. C'est ce qu'on appelle l'ACCIS dans le jargon européen, donc une assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés. C'est étonnant parce que quand on évoque justement toutes ces problématiques, toutes ces pistes, ces solutions, finalement on a le sentiment que ça touche un nombre restreint d'acteurs et il devrait y avoir moyen de se mettre d'accord, quoi. Ah, ça tout à fait. Donc par exemple, les PME auraient tout intérêt, et d'ailleurs le font, hein, si je prends l'Union des classes moyennes, les favorables à la lutte contre l'évasion fiscale, parce que elle se rend compte qu'elle est perdante, puisqu'elle ne peut pas, les petites entreprises ne peuvent pas utiliser tous les subterfuges que peuvent utiliser des firmes transnationales qui peuvent jouer entre les législations fiscales et niches fiscales des différents États. Quand vous êtes présent seulement dans un seul pays, fatalement, vous devez payer bien souvent, à moins de frauder, l'impôt théorique qui vous est demandé dans ce pays. Alors, avant de clôturer, j'avais envie, a priori on ne traite pas d'actualité ici dans ce podcast, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que, qui dit aussi évasion fiscale, il y a quand même des acteurs importants là-dedans, c'est aussi tout le système bancaire. On ne voulait pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a une petite nouveauté dans le paysage belge, c'est l'arrivée de Newbie. Alors Newbie, c'est une nouvelle banque, hein, voilà, c'est un projet qui va voir le jour puisque les financements minimaux ont été... Il faut encore qu'il y ait l'accord de la Banque centrale européenne. Il faut encore l'accord de la Banque centrale. Le CNCD est un membre en fait de cette coopérative. Fondateur, oui. Ouais, et en quoi Newbie, donc c'est justement un projet bancaire innovant. C'est quoi les spécificités du projet? Là, c'est un projet qui date de 2011 et qui était lancé en 2011. Donc, on a commencé à y réfléchir avant 2011, donc à la crise de 2008. Donc, on était, nous, parmi les ONG qui avions mis en garde contre la spéculation financière, contre les déséquilibres financiers internationaux, contre la mondialisation néolibérale. Et donc, on avait mis en garde contre cette crise financière mondiale qui avait fini par arriver. Donc, on s'est dit... en 2008, ils vont enfin comprendre que ce qu'on disait, c'était pas du catastrophisme, mais dire des problèmes réels auxquels on avait les réponses, puisqu'on ne se limitait pas à dire attention, une crise financière mondiale se prépare. On disait il y a des alternatives très claires pour pouvoir réguler les marchés financiers et ramener la finance au service du développement humain et du développement durable. 2008 se passe, 2009, 2010, on voit que rien ne bouge, sinon qu'on a sauvé les banques et qu'on a transformé les dettes privées en dettes publiques et qu'on applique des politiques d'austérité qui ont des conséquences économiques et sociales dramatiques et qui risquent d'avoir des conséquences démocratiques dramatiques. C'était notre discours à l'époque. Donc on se dit... OK, puisqu'on est face à des gouvernements manifestement qui sont sourds à nos demandes, eh bien, lançons-nous dans une alternative concrète. On va continuer à interpeller les gouvernements, mais tentons cette expérience de créer une banque 100% citoyenne, 100% durable, qui ne va donc pas spéculer sur les marchés financiers, qui ne va pas investir dans les paradis fiscaux, qui ne va pas investir dans les énergies fossiles, parce que dire qu'on n'a pas le temps de s'occuper du climat parce qu'il y a une crise financière et économique, c'est une aberration. C'est au contraire la seule manière de sortir par le haut de cette crise structurelle, c'est de régler toutes ces contradictions et nos dettes financières n'ont d'égal que nos dettes écologiques. Donc voilà, on s'est dit on va lancer ce pari un peu fou d'une banque, pas seulement une banque éthique, parce que c'est plus qu'une banque éthique, qui va vraiment être au service de la transition écologique et sociale et tourner totalement le dos à toutes ces pratiques de spéculation financière ou d'utilisation des paradis fiscaux, de l'opacité, de la finance de l'ombre, comme on l'appelle, etc. Donc voilà, pari un peu fou. Ça n'a pas seulement ricané dans le secteur financier traditionnel, on nous a clairement mis des bâtons dans les roues pendant des années, à commencer par la Banque nationale de Belgique. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, on a fini par accepter de lancer ce pari, hein, puisque en 3 semaines, il fallait rassembler
30 millions d'euros pour avoir une chance de pouvoir avoir l'agrément bancaire. Là, ça ricanait sérieusement, surtout qu'après une semaine, il n'y avait que 2 millions de rassemblés. Et puis voilà, on s'est dit, on tente le tout pour le tout. On a commencé un peu cette campagne de communication. On s'est rendu compte que c'était un projet qui était peu connu. Et alors, ça a fait effet boule de neige. Même, je crois que les dernières 48 heures, on a réussi à rassembler 10 millions sur les 30. Donc, à 2 jours, on se disait, ouf, ça va vraiment être très juste. Mais en même temps, c'était à se dire, on va arriver très très près finalement, ce qu'on avait loupé le départ et que, 30 millions, par exemple en Suisse, on demande 10 millions pour pouvoir avoir cet agrément. Donc 30 millions, la barre était placée haute. Et dans un laps de temps très court, avec en plus un formulaire de la FMSA qui expliquait qu'il y avait des risques, etc. Donc le citoyen qui n'était pas informé, on lui mettait vraiment des mises en garde très claires pour ne pas faire le pas. Mais voilà, heureusement, les citoyens ont suivi. Et puis on voit que c'est beaucoup de jeunes. 29 ans d'âge moyen, c'est ça? En tout cas, c'est l'âge, je sais pas si c'est l'âge moyen, mais en tout cas, c'est l'âge qui revient le plus souvent. Donc je ne connais pas l'âge moyen exact, mais bon, ça veut dire que y compris des jeunes de moins de 30 ans qui se sont lancés dans ce beau projet, donc qui va être de nouveau, c'est une alternative qui va être marginale dans un système bancaire mondial quand on voit les flux financiers dont on parle. Mais ça peut donner des idées. Surtout, ça prouve, c'est la démonstration par l'action que des alternatives concrètes sont possibles. Et donc voilà, le défi va être de démontrer que cette banque est non seulement 100% citoyenne et durable, mais qu'elle est aussi rentable, que donc c'est tout à fait possible d'avoir un système bancaire qui soit beaucoup plus sain et qui sera aussi beaucoup plus résilient. Parce que l'argument, c'est de dire, oui, mais bon, on va faire beaucoup moins de profits. Mais vous allez faire beaucoup moins de profits à court terme. Hein, mais quand on fait beaucoup de profits à court terme, ça crée des bulles spéculatives qui éclatent et que finalement, ça entraîne des faillites bancaires qui entraînent des récessions et des plans d'austérité avec des conséquences dramatiques, y compris des conséquences démocratiques dramatiques. Ben, évidemment qu'il faut un système bancaire beaucoup plus stable. Les profits élevés à court terme, ça n'a aucun intérêt pour l'intérêt général. Hein, c'est un intérêt uniquement pour ceux qui en tirent profit à court terme, justement, et c'est de nouveau une minorité. Donc voilà, il faut un système financier beaucoup plus stable et qui sera donc beaucoup plus résilient. Hein, parce que quand il y aura une prochaine crise, la newbie, si elle a vu le jour, elle ne va pas avoir de problème particulier parce qu'elle n'aura pas spéculé sur les marchés financiers et donc elle ne sera pas victime du retournement des marchés. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer ce dossier? Non, pas grand-chose. Hein. De nouveau, il y a du pain sur la planche, mais les problèmes sont connus, mais les solutions aussi. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est qu'il ne manque que la volonté politique, même si c'est vrai, cette volonté politique, dans l'idéal, elle devrait s'exprimer à l'échelle supranationale et dans l'idéal à l'échelle mondiale, mais il ne faut surtout pas attendre que tout le monde se mette d'accord à l'échelle mondiale, sinon on va attendre jusqu'à ce que les catastrophes se succèdent. Donc il faut utiliser toutes les marges d'action qu'on a. Il existe des marges d'action à l'échelle nationale, il existe des marges d'action plus importantes, plus efficaces à l'échelle européenne, il en existe aussi à l'échelle mondiale. Donc il faut agir à tous les niveaux et ne certainement pas se cacher derrière le fait que on ne peut rien faire tout seul. On peut commencer à faire et surtout, si on ne fait rien, ça c'est sûr qu'on ne va rien changer du tout. Bien, Arnaud Zacharie, merci. Merci à vous. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down.